Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci et que vous êtes en forme. Donc, merci de nous rejoindre sur ce nouvel épisode des webinaires Cisco, PME et ETI. Donc, on est sur le dernier épisode de l'année fiscale Cisco. Et pour ce dernier épisode, on vous a dégoté ce que j'appellerais un hyper expert, Guillaume Lyong, qui vient vous présenter aujourd'hui, qui a fait un gros travail de présentation pour vous présenter l'offre d'hyperconvergence pour les PME. Donc, Guillaume, je te laisse te présenter peut-être rapidement et je te laisse directement la balle. Merci. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lyong, spécialiste dans l'équipe Data Center Cisco France. J'ai été en effet sollicité par Vincent pour avoir l'honneur plutôt de vous faire la dernière session du trimestre et de l'année fiscale de chez Cisco. Je ne m'adresse pas particulièrement au marché SMB ni aux partenaires. Mais en tout cas, quand on m'a proposé d'animer ce webinaire sur l'hyperconvergence, j'étais évidemment ravi et du coup, j'ai pris le lead. Je ne sais pas si je suis hyper expert, ce sera à vous de déterminer à la fin de la session. En tout cas, on a essayé de faire quelque chose de pédagogique, de très visuel, avec pas mal d'animation avec Vincent. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et on enchaîne tout de suite sur l'organisation. On fera un panel de questions-réponses à la fin de la présentation parce que ça va être difficile pour moi de switcher entre la présentation et le panel pour faire quelque chose d'interactif. Donc voilà, gardez-les en tête, notez-les directement quand elles vous viennent, et puis avec Vincent, on y reviendra. On commence tout de suite sur l'agenda. Très rapidement, on verra le portfolio Cisco Data Center, puisqu'en effet, vous savez, Cisco couvre pas mal de choses avec différentes architectures, business unit, type Enterprise Networking, sécurité, collab, etc. Et puis, il y a la BU Data Center, à laquelle je fais partie. Et évidemment, cette BU, cette architecture, dispose également de pas mal d'offres, à la fois hardware et logiciels. Donc, ça sera intéressant pour ceux qui ne sont pas familiers avec le portfolio Cisco Data Center, qu'on revienne rapidement là-dessus. À la suite de cet aperçu du portfolio, on verra, on ira vraiment d'où on est parti. Je ne parle pas que de Cisco, je parle du marché de l'IT, notamment du data center. Et puis, on ira tranquillement vers du convergé à l'hyperconvergé, et notamment comment, avec notre offre hyperconvergée, on peut adresser spécifiquement le SMB et les ETI. Et enfin, ce qui est important pour à la fois les grands comptes ou les petits comptes, c'est la manière de gérer ces infras. On verra qu'avec Cisco, on a une nouvelle approche qui permet de simplifier la gestion, la supervision et les opérations. Et enfin, avec Vincent, on conclura par les outils et comment engager les équipes commerciales Cisco sur les projets que vous pourriez détecter chez vos clients. Donc le portfolio, très rapidement, je vais essayer de tenir en 5 minutes, de manière très visuelle aussi. Si on doit parler des couches basses au niveau d'infra, chez Cisco, on est en mesure d'à peu près tout adresser, dans la mesure où depuis 10 ans maintenant, on a une gamme de serveurs x86 qui s'appelle Cisco U16, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, on l'abordera largement ensemble aujourd'hui. On a également une offre de switch Fiber Channel pour tout ce qui est réseau SAN, pour attacher des serveurs à un stockage partagé de type bloc. On a qui s'appelle Cisco MDS. Nous avons également évidemment une gamme qui s'appelle Nexus, Cisco Nexus, qui est une gamme de réseau LAN Data Center. Et enfin, vous voyez des marques tout en bas avec Azure Stack, FlexPod, VersaStack et FlashStack. Alors, à quoi correspondent ces marques? C'est tout simplement l'alliance entre Cisco sur la partie serveur x86 et des alliances que l'on a montées avec des constructeurs spécifiques de stockage. Alors, je vous ai dit qu'on couvrait pas mal de choses au niveau de l'infra. Je vous ai parlé de serveur x86, de réseau data center, LAN et SAN, et je ne vous ai pas parlé de stockage. En effet, Cisco ne fait pas de stockage. Donc, pour offrir des infrastructures convergées, on le verra un petit peu après, à quoi ça correspond si vous ne savez pas ce que c'est. On s'est allié avec des Pure Storage, NetApp, EMC, Hitachi, IBM, etc. Et l'alliance entre, par exemple, Cisco U16 et NetApp forme la marque et l'alliance FlexPod. Et l'alliance avec Pure Storage forme la marque, le produit FlashStack. Okay. Je ne vais pas aller trop dans le détail là-dessus. L'automatisation et le management, évidemment, c'est vital pour les clients,
dans l'optique de simplifier leurs infrastructures. Beaucoup de clients souhaitent aller vers l'automatisation pour offrir plus de flexibilité, pour générer moins d'erreurs humaines, pour effectuer des actions au quotidien. Ils préfèrent cliquer sur un bouton et il y a tout un workflow qui se déclenche. Depuis 10 ans maintenant, la gamme UCS, donc Server x86, est ouverte aux API et permet de facilement orchestrer, automatiser. J'espère qu'à l'issue de la présentation, vous verrez de quelle manière on a simplifié la gestion des infrastructures. Ce produit s'appelle UCS Manager, mais là aussi on y reviendra. On a Intersite, là aussi on y reviendra, donc je vais passer rapidement. Les autres noms que vous voyez à l'écran, qui sont Cisco ACI et DSNM, c'est tout simplement des outils de management et d'automatisation du réseau LAN. Donc il y a deux manières de consommer du Cisco Nexus. Il y a soit la manière Software Defined Network avec la marque ACI, qui signifie application centrique infrastructure, et on a également un autre produit qui ne fait pas de SDN, mais qui permet de mettre en place du VXLAN VPN. Ce produit s'appelle voilà, DCNM. Donc voilà, deux manières de consommer. Il y en a une troisième qui est un peu plus simple et un peu plus traditionnelle en mode CLI avec Nexus NXOS. Au niveau des intégrations, alors vous voyez certaines marques ici, on ne les porte pas, on les a au catalogue pour les revendre, notamment sur VMware, tout simplement pour dire qu'on a des intégrations spécifiques avec VMware, des intégrations spécifiques avec tout ce qui est OpenStack, OpenShift, etc. Également beaucoup d'architecture de référence, de Cisco LT Design avec d'OpenShift par exemple ou d'OpenStack. Le seul produit finalement qu'on saura porter et qu'on aura au catalogue, c'est sur la partie Kubernetes. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite puisque j'ai un slide sur ce sujet à la fin de la présentation. Au niveau de la gestion multi-cloud, hybrid cloud, que ce soit du coup cloud on-prem ou cloud public, on a des solutions logicielles, deux en particulier auxquelles j'ai envie de vous parler rapidement, qui sont AppDynamics, qui est un produit qui n'est pas porté par Cisco Data Center, par ma BU, qui est porté par d'autres collègues au sein de Cisco, mais qui est intéressant dans un contexte de data center, puisque AppDynamics finalement fait de la cartographie applicative, mais vraiment application centrique, va être basée sur l'expérience utilisateur. Pourquoi on en parle au niveau du data center, c'est qu'on peut lier AppDynamics et cette cartographie, cette expérience utilisateur, avec Cisco WOM, qui signifie Cisco Workload Optimization Manager. Et le lien entre les deux va permettre de à la fois cartographier les applications via AppDynamics et avec CWOM, permettre de voir toute la supply chain, c'est-à-dire de visualiser très rapidement et très simplement les applications, sur quelle machine virtuelle elles reposent, qu'elles soient on-prem ou sur le cloud public, et voir toute la chaîne d'infrastructures qui se trouve en dessous. Donc, quel VM est porté par quel hyperviseur, quel réseau elle adresse, quel stockage elle va attaquer, etc. Si bien que quand il y a un problème lié à l'infrastructure, que ce soit au niveau performance ou d'uptime, sur des machines, sur des composants matériels, CWOM va vous alerter et en déroulant toute la chaîne, toute la supply chain, vous serez en mesure de déterminer quelle application est impactée par ce problème au niveau de l'infra, que ce soit au niveau, comme je vous l'ai dit, de performance ou d'arrêt de service. Au-dessus de tout ça, ServiceNow, vous le savez, on n'est pas l'éditeur de ServiceNow, tout simplement pour dire que la plupart de nos outils, de nos produits, sont intégrables dans l'ITSM, ServiceNow étant le plus connu, avec des plugins, avec des documentations pour intégrer notamment de l'UCS, par exemple, dans du ServiceNow et du ticketing. Et évidemment, chez Cisco, on a une BU sécurité et tous nos produits ont une forte orientation de sécurité. Un produit pour être intéressant en particulier, c'est Cisco Tetration. Rapidement, et pour vulgariser, Tetration, c'est un magnétoscope de flux réseau, dans la mesure où on va collecter tous les flux réseau, soit par des sondes sur des machines, soit des sondes hardware sur vos équipements réseau. On va les intégrer dans cette infrastructure Tetration et le machine learning et l'AI Tetration va se mettre en route et vous faire une cartographie applicative. Alors, ça ressemble à AppDynamics, mais cette fois, cette cartographie applicative va se faire à partir des flux réseau. Donc, vous aurez de manière très visuelle, vous verrez quelle application est composée de quelle machine ou de quel microservice, par quel port elles communiquent, est-ce que c'est du unidirectionnel, du multicast.
Pourquoi c'est de la sécurité? C'est que ça ne vous fait pas que de la cartographie applicative, ça va également vous permettre de modifier les règles de sécurité et de les pousser automatiquement sur les machines, dans les firewalls locaux. On enchaîne maintenant sur le vif du sujet, l'hyperconvergence. Avant de parler d'hyperconvergence, on va voir ce qui se faisait précédemment avant la virtu. Qu'est-ce qu'a amené la virtualisation? Quels ont été ses avantages, quels ont été ses challenges aussi au niveau infrastructure, au niveau opérationnel, et on ira sur ce qu'amène maintenant un sujet à la mode aujourd'hui qui est l'hyperconvergence. Quels peuvent être aussi ses freins pour du SMB par exemple. Donc tout ça, on va le faire tranquillement. Donc la virtualisation, qu'est-ce que c'est et quels ont été les avantages? Tout simplement, on est passé d'un monde avant la vertu, un monde monolithique, où on avait une application installée sur un operating system qui est lui-même embarqué sur une machine physique. Donc on avait du 1 pour 1, une application égale une machine physique. La virtualisation, tout simplement, a intégré une couche d'abstraction entre le matériel et des machines virtuelles, slash l'OS et l'application. Le premier intérêt, évidemment, c'était avec la progression technologique, notamment sur les processeurs. C'était la possibilité, du coup, d'héberger ou de colocaliser plusieurs applications, plusieurs OS sur les mêmes équipements serveurs. D'accord ? Avec une consolidation moyenne entre 10 et 12 dans le monde, machines virtuelles, donc OS, applications, par serveur physique, ça a permis à la fois aux achats, aux directions informatiques, aux entreprises de faire des économies d'échelle, de TCO, puisqu'on permettait en moyenne de stocker, de faire tourner 10 machines sur une seule machine physique. Donc c'était une réduction du TCO par une réduction du matériel, du hardware, une réduction de l'empreinte au sol, de la consommation électrique, de la déperdition énergétique, du refroidissement, etc. etc. Les opérationnels, c'est-à-dire les administrateurs système, ont eu évidemment aussi trouvé leur compte, puisque là où ils mettaient plusieurs semaines à recevoir une machine physique, installer l'OS, installer les applications, mettre en service, etc., etc., là, en quelques minutes, par l'utilisation de templates de machines virtuelles, par exemple, ils pouvaient déployer, offrir une flexibilité, rendre un meilleur service à leurs utilisateurs. D'accord ? Évidemment, c'est avec une réduction du CAPEX et de l'OPEX, on a trouvé à l'époque, et toujours aussi maintenant, évidemment, mais il est rare de trouver des clients qui soient full, qui n'aient pas de la virtualisation. Mais à l'époque, en tout cas, le ROI était très rapide, puisque c'était une moyenne entre 6 mois et 1 an pour retrouver ce ROI. D'un point de vue technologique aussi, on y a trouvé son compte, d'un point de vue haute disponibilité, dans la mesure où avant la virtualisation, pour avoir une haute disponibilité des applications et des données, la première possibilité, elle était d'avoir des applications qui étaient prêtes à du clustering, d'accord, donc avec un minima de 3 machines, d'un stockage partagé, du quorum, etc. Donc ça, il fallait évidemment que cette application soit prête à l'emploi, qu'elle dispose de cette fonctionnalité. Si tant est que l'application ne soit pas prête, parce que c'est une application métier, développée en interne, etc., il était encore possible d'utiliser des outils en mode image, des outils de réplication complets. L'exemple qui vient en tête à chaud, c'est DoubleTech, qui permettait de répliquer une machine physique et tout ce qu'elle contenait sur une autre machine physique. La problématique dans les deux cas, c'est que ça nécessitait soit de doubler, soit de tripler les serveurs. Et c'était compliqué à mettre en œuvre, à manager, à maintenir en condition opérationnelle, etc., etc. La virtualisation, elle a amené aussi du coup cette simplicité de haute disponibilité, puisqu'il est possible de protéger n'importe quel type d'application, qu'elle soit en mode clustering ou pas, grâce aux fonctionnalités natives des hyperviseurs. Donc la première possibilité de cette haute disponibilité, et le but, c'était en cas de crash d'une machine physique, d'un hyperviseur, c'était la possibilité de redémarrer les VM qui étaient dessus sur les autres hyperviseurs qui restaient en vie dans le cluster virtuel. La deuxième fonctionnalité, c'était pour le déplacement à chaud de machines virtuelles d'un serveur physique à un autre serveur physique. On déplace tout simplement le contexte CPU et mémoire d'un hyperviseur à un autre. D'accord ?
Dans quel but? Pour de l'équilibrage de charge automatique, pour avoir les meilleures performances possibles et pour, encore une fois, équilibrer de la meilleure manière possible l'ensemble de l'infra et l'ensemble des applications. Okay. Pour faire cela, puisque ces fonctionnalités de disponibilité ne déplacent que le CPU et la mémoire, il faut un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun au niveau hardware, c'est le stockage partagé. Alors, il peut être de deux types. Ça peut être du stockage bloc ou du stockage fichier. Bon, là, je vais plutôt parler d'un contexte SAN, parce que c'est plus parlant à la suite des choses. Mais en tout cas, voilà, il y avait besoin de ce stockage partagé. Donc le résultat, facilité de mise en œuvre comparé à ce que je vous ai cité précédemment avec du clustering applicatif ou mettre en place des outils de réplication en mode image. C'était un bon équilibrage de performance, mais également un bon démarrage, puisque quand on démarre une machine virtuelle, grâce à cet équilibrage, la possibilité de démarrer n'importe quel VM sur n'importe quel hyperviseur d'un cluster virtuel, on sait que lorsqu'on démarre une machine, on ne se pose pas de question de savoir quel hyperviseur je dois sélectionner. C'est généralement l'hyperviseur avec ses algorithmes qui le décide. Et enfin, au niveau maintenance, ça permettait, là où avant c'était un peu plus compliqué, de passer une machine physique en mode maintenance sans arrêt de service. Les VM sont déplacés sur les nœuds restants. Le nœud passe en mode maintenance et on peut faire assez maintenance matérielle. La cerise sur le gâteau, c'est aussi la possibilité de mettre en place rapidement et simplement du PRA ou du PCA. Puisque ces stockages partagés, ça NAS, permettent nativement de faire de la réplication synchrone ou de l'insynchrone. Okay. Alors, quand on fait de l'asynchrone, ça nécessite des outils de redémarrage. Mais VMware, pour les citer, ont développé un produit qui s'appelle Site Recovery Manager qui permettait d'orchestrer le redémarrage en cas de crash d'un site complet. D'accord. Ce stockage partagé, qu'est-ce qu'il a amené comme nouveau challenge? Donc, là où avant on avait l'hyperviseur et le LAN, je vous ai dit, les avantages de haute disponibilité ont fait que le stockage partagé type bloc a explosé chez les constructeurs traditionnels. Néanmoins, le constat, c'était que les administrateurs système, ou en tout cas dans les équipes IT, il a fallu mettre en place un nouveau silo technologique. Et silo technologique, c'est le SAN. D'accord. Et quand on parle de SAN, du coup, il y a un réseau dédié pour le SAN, d'accord, avec son propre matériel, avec des switches FT. Donc, c'était deux nouveaux devices et un nouveau réseau qui apparaissait dans l'infrastructure des clients. C'est l'apparition d'un nouveau matériel qui est le SAN en lui-même, mais également au niveau des serveurs, c'était de nouveaux types de cartes. Donc, ce n'est plus des cartes Ethernet, c'est des cartes HBA pour pouvoir connecter des serveurs au réseau SAN qui lui-même est connecté au réseau SAN. Qui est connecté lui-même au SAN. Et enfin, des câbles dédiés avec de la fibre, typiquement dans le cas du SAN. C'est l'addition, du coup, en plus du matériel, de deux nouvelles interfaces de management, l'une pour gérer le réseau SAN, pour faire le zoning, le masking, etc. Et enfin, le SAN pour créer les LUN, les monter sur des clusters, les présenter à des machines physiques, etc. etc. Des nouvelles compétences à acquérir si les équipes étaient limitées et gérer le système et parfois aussi le réseau, elles devaient prendre en charge ce nouveau silo et prendre en charge le SAN au complet, à savoir le réseau et le SAN en lui-même. Si les infrastructures et les entreprises étaient un peu mieux dimensionnées, il y avait des gens et des équipes dédiées à cette gestion du SAN. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était de nouveaux interlocuteurs, soit en interne, soit externes, avec un constructeur, un acteur spécifique pour le réseau SAN et un acteur spécifique pour son SAN. Les difficultés au niveau opérationnel, c'était de multitâches d'administration pour plusieurs équipes si ces tâches étaient affectées à différentes personnes. Donc de multiples tâches pour ajouter, remplacer, supprimer un serveur dans un cluster. Donc par exemple, pour ajouter un nouveau serveur dans un cluster virtuel, les administrateurs système doivent le recevoir, le racker, le brancher, installer l'hyperviseur en lui-même, donner les informations aux équipes réseau ou aux équipes stockage pour leur donner les VLAN pour les équipes réseau, donner le worldwide name aux équipes stockage pour qu'elles puissent faire le zoning, etc., etc. Pour le remplacement, c'est pareil, etc. Pour étendre la volumétrie, là aussi, on adresse plusieurs équipes. Les admins de stockage qui doivent créer un nouveau LUN, prévenir l'équipe système que ce nouveau LUN est prêt. Les équipes système doivent aller sur l'hyperviseur, soit étendre la volumétrie, soit
présenter un nouveau LUN sur le cluster, le formater, etc. Donc là aussi, multiples tâches. Donc en définitive, c'était une difficulté à faire évoluer la plateforme dans son ensemble. Une lenteur aussi, puisque l'administrateur système qui avait besoin d'étendre son infra pour y stocker, pour y créer de nouvelles VM, bah, il devait attendre que les administos et réseaux fassent le travail en même temps. Donc s'il y a un blocage dans la chaîne, en bout de chaîne, on a évidemment des lenteurs. Un support multiple aussi, on a un acteur spécifique pour le compute, peut-être un acteur spécifique pour le LAN, un pour le SAN et un pour le réseau SAN. Plusieurs HCL à valider, donc quand on mettait à jour son hyperviseur, il y a des hardware compatibilistes qu'il faut checker pour valider que à la fois le réseau est compatible, qu'on respecte bien tous les prérequis, réseau LAN, réseau SAN et également le SAN. Également la partie compute, valider que le BIOS, le firmware, hein, les pilotes des composants soient bien à jour et supportés par la nouvelle version de l'hyperviseur. Donc les mises à jour, à la fin, restaient difficiles. Avant de vous parler d'hyperconvergence, juste pour rappeler ce qu'a amené Cisco sur les problématiques que je viens d'exprimer. Donc je vous ai mis en rouge notamment cette problématique et challenge qui était le nouvel équipement pour le réseau SAN avec de nouveaux switches FC, des cartes spécifiques, des câbles, etc. Cisco UCS, il y a 10 ans, je vous passe toute la philosophie parce que ce n'est pas le sujet du webinaire, mais pour faire un aparté, ce qu'a apporté Cisco il y a 10 ans, justement, c'était une nouvelle manière d'appréhender les réseaux et c'était offrir aux clients, c'est d'offrir, puisque c'est toujours d'actualité, on en voit encore énormément chez Cisco, c'était déjà la convergence des réseaux. Et la convergence des réseaux, c'est quoi? C'est là où on avait un réseau LAN et un réseau SAN avec 2 devices pour la redondance pour chaque réseau. Cisco a amené du matériel qui permet de converger et d'avoir sur 2 switches finalement la possibilité de faire commuter à la fois du SAN et du LAN. D'accord? Ce qu'on appelle chez Cisco des fabriques interconnectées. L'autre avancée technologique qu'on a amené, c'était un câble unique pour une fabrique unique, c'est-à-dire qu'un câble qui permet de faire commuter, de faire transiter des flux à la fois réseau LAN pour du management, pour de la production, etc., mais également un flux de stockage en utilisant un protocole qui était un standard, hein, mais que peu de constructeurs ont réussi à faire fonctionner de manière performante, qui était du FCOE. Donc ça continue d'être utilisé, donc ce protocole continue à être utilisé par l'ensemble de nos clients. Donc c'est la publicité de là où vous aviez sur des serveurs traditionnels à minima, j'ai envie de dire 4 câbles pour la redondance, 2 pour le LAN et 2 pour le SAN. Chez Cisco, vous n'avez que 2 câbles. D'accord? Donc que ça soit, alors, le dessin est très parlant, que ce soit pour du châssis, 2 câbles qui sortent, ou que ce soit pour les racks, 2 câbles qui sortent. D'accord? Évidemment, ces 2 câbles, c'est pour la redondance, et là, il y a X flux, X VA. Pour faire cela, cette convergence des réseaux, ce câble unique, il a fallu créer nos propres cartes réseau. Donc on a nos propres cartes. D'un point de vue form factor, c'est des cartes vraiment traditionnelles, avec des ports traditionnels, que ce soit du cuivre ou du SFP, plus du SFP, SFP28 ou 28, peu importe. Mais ces cartes réseau sont programmables. C'est-à-dire qu'à partir d'un outil de management Cisco, qu'on verra juste après, on a la possibilité d'être flexible et de dire tel ou tel serveur, je ne veux pas qu'il ait qu'une ou 2 cartes Ethernet. J'ai la possibilité de programmer cette carte pour lui afficher au niveau de l'OS 256 cartes, que ce soit des cartes Ethernet ou des cartes HBA. Si bien qu'un client qui n'avait pas besoin de rattacher un serveur à un stockage SAN, qui n'avait pas besoin de carte HBA, s'il avait besoin de rattacher ce serveur à un stockage SAN, on ne lui demandait pas d'appeler Cisco pour commander une carte HBA. Il suffit qu'il aille sur son interface de management UCS et dire ce serveur, je veux le rattacher et lui présenter X nouvelles cartes HBA. D'accord? Donc, justement, pour parler de cette interface de management qui fédère tout, hein, sur lequel on peut à la fois configurer les réseaux LAN, les réseaux SAN et le compute. Également offrir du maintien en condition opérationnelle. L'exemple le plus parlant, c'est au niveau des mises à jour, au niveau des serveurs, que ce soit des microcodes du BIOS ou des pilotes.
cette mise à jour sur les serveurs était peu faite par les clients avant Cisco U16, dans la mesure où c'était très compliqué de suivre les hardware compatibilities des éditeurs. Et c'était difficile de déployer et d'orchestrer les mises à jour. UCS a amené ça, c'est-à-dire que c'était UCS qui était en charge de mettre à jour la totalité de l'infrastructure, d'orchestrer les mises à jour entre les différents serveurs pour éviter les pertes de service. L'autre difficulté que je vous ai donnée sur les infras, j'ai envie de dire, traditionnels convergés, c'était l'ajout, le remplacement de serveurs, etc. Quand bien même on a la convergence des réseaux, une interface unique, etc., ça n'aurait pas été suffisant sans les services profiles, dans la mesure où, avec UCS Manager, on a la possibilité de définir des services profiles sur lesquels on va déterminer une nomenclature de nommage des serveurs, on va déterminer un pool de MAC adresse, déterminer un pool de worldwide name, etc. Donc ce service profile, on va le créer entre les trois interlocuteurs, les équipes réseau LAN, réseau SAN et les équipes système, si bien que demain, quand il y a besoin de rajouter un nouveau serveur dans la ferme et dans un cluster existant, plutôt que de rappeler les équipes réseau et les équipes SAN pour faire tout ce travail, d'ajout, de zoning, etc., il suffira pour l'administrateur système d'aller dans UCS Manager, de découvrir la nouvelle machine, de lui affecter un service profile. Ce service profile va être tapé dans le pool de nomenclature, de MAC, de World Wide Mail et compagnie. Il y a plus d'une centaine de politiques. Et derrière, c'est affecté et c'est prêt à l'emploi. Donc là où on passait plusieurs heures, voire plusieurs semaines à configurer à partir de ces différentes équipes le nouveau service, c'est plus que quelques minutes. Idem évidemment pour remplacer un serveur qui est crashé ou pour faire un refresh de génération. Là où on veut, il fallait l'éteindre, l'enlever, la décommissionner, en mettre une nouvelle et ensuite la reconfigurer comme à l'identique. Avec ces services profiles Cisco UCS, il suffit d'éteindre la machine, de la passer en mode maintenance, la décommissionner, de l'enlever physiquement, ça on n'y échappe pas, de brancher la nouvelle machine, d'y affecter l'ancien service profile, et la machine était identique à celle précédente. Je vous ai parlé également d'une problématique de support et d'HCL multiples. Là aussi, c'est grâce aux alliances de stockage, et puis Cisco est quand même à l'origine finalement de ces infrastructures convergées, intégrées ou intégrables, avec la création de ces alliances avec des spécialistes du stockage. Ça, je vous en ai parlé à l'introduction du portfolio. Okay. Donc ça va au-delà de ces alliances. Cette alliance, elle est à la fois évidemment commerciale, mais plutôt technique, dans la mesure où on a, avec ces constructeurs, on a créé des architectures de référence et des documents qui se nomment des Cisco Velity Design, sur lesquels on a testé absolument tout. UCS avec ce stockage spécifique pour un cas d'usage, je ne sais pas, moi ça peut être pour du big data, pour de la Virtu, pour du VDI, pour de l'Oracle, pour du MS SQL, etc. Donc c'est les clients et vous, partenaires, vous pouvez vous appuyer dessus pour vous donner une idée de l'architecture, de ce qu'il faut mettre en place. Ça, vous savez que Cisco et les constructeurs l'ont testé, l'ont validé, l'ont tamponné. Donc, c'est une tranquillité d'esprit pour vous et les clients. Mais les Cisco IT Design, ils vont plus loin dans la mesure où ils vont même jusqu'à faire guide d'implémentation avec chaque étape qui est décrite avec un screenshot de chaque étape. C'est des documents qui sont très riches, qui sont en libre accès, qui sont donc gratuits, alors qui sont conséquents, mais ils sont vraiment très détaillés. On a également aussi pour les clients qui veulent avoir un guichet unique, la possibilité avec Cisco de prendre un support avancé, j'ai envie de dire, qui est le Solution Support, qui permet, en appelant Cisco, de gérer l'ouverture de tickets sur l'ensemble de son infra et de son écosystème. Donc le Solution Support, c'est plus d'une cinquantaine d'applications. Alors quand je parle d'applications slash hardware, notamment sur le stockage, qui vont être supportés en guichet unique. Ça n'empêche pas le client de se réassurer, évidemment, de prendre son support chez VMware, chez Pure Storage, chez NetApp, chez MEC. Ça dépendra de sa bête de stockage. Mais en tout cas, c'est Cisco qui s'occupera derrière de faire les escalades au bon interlocuteur. Et enfin, sur l'orchestration, on a des outils d'orchestration de data center complet avec plus de 700 scripts qui permet en un bouton de créer un LUN, par exemple, sur un stockage X, de le présenter à un cluster, de le formater si on veut. Enfin, on peut aller très loin sur l'orchestration, mais
Donc, l'hyperconvergence qu'elle a amené finalement, malgré ce qu'on a Cisco UCS a ramené en innovation et en simplicité dans les infrastructures convergées, bah, c'est une simplicité de mise en œuvre, puisqu'on n'a plus de SAN et son réseau à gérer, donc c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. L'hyperconvergence, c'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est tout simplement des disques locaux dans des serveurs physiques, dans des hyperviseurs, et pour offrir ce stockage partagé, cette mutualisation du stockage local, il y a une couche de software, du coup ça se nomme du Software Defined Storage. Ce software, ce logiciel, va permettre de créer un file system distribué et de mutualiser des stockages locaux pour qu'ils soient visibles par tous les serveurs qui composent le cluster. Donc, très facilement, une mise en œuvre super facile, où on, par défaut, sur l'hyperconvergence, j'ai envie de dire standard, on démarre à 3 nœuds, d'accord. Et le gros intérêt pour les clients, c'était la rapidité d'évolution, la scalabilité. Quand j'ai besoin de rajouter du compute et du stockage, je vais tout simplement racheter un serveur, le rajouter à mon cluster hyperconvergé existant et la volumétrie va s'étendre automatiquement. Et ça, c'est scalable pratiquement à l'infini dans les limites des hyperviseurs. Le décommissionnement également est très facile, puisque si on n'a plus besoin de ce serveur, il aura un autre usage ou il arrive en fin de maintenance, il suffira de le mettre en mode maintenance, ça va évacuer, rééquilibrer la charge sur les autres nœuds restants. Ensuite, on le décommissionne. Donc, je vulgarise, j'ai simplifié un petit peu les intérêts, il y en a plein d'autres, mais le principal à l'époque, c'était celui-là. Après, est-ce que ça peut être la réponse à tout? Quelles peuvent être les problématiques qu'on peut rencontrer ou sur quoi on doit prendre attention, sur lequel on doit faire attention? Est-ce que le réseau est vraiment banalisé? On a tendance à dire l'hyperconvergence, c'est du pur software. Mettez-moi n'importe quelle boîte à trous pour y connecter mes serveurs et ça fera le boulot. Alors, oui, c'est un petit peu un raccourci qui est facile. Néanmoins, je vous rappelle que là où on avait un réseau dédié pour le stockage, d'accord, donc des switch fiber channel sur lesquels tous les flux de stockage transitaient pour la résilience et compagnie, maintenant, on a un seul et unique réseau. On a un réseau qui doit faire gérer les flux de stockage, la résilience des blocs, la communication entre les différents nœuds. On va avoir le même réseau qui sera utilisé pour le management, pour l'hyperviseur en lui-même, les heartbeats, le vMotion, etc. Et on va également avoir ce réseau LAN qui va être utilisé pour le réseau de production des VM. Dans l'hyperconvergence, évidemment, comme il y a tous ces flux qui transitent, les prérequis sont forts, hein. Il y a généralement, c'est du 10 gigas minimum, du 1 giga sous certaines conditions. Mais dans tous les cas, ça nécessite une configuration spécifique en amont, avant d'y brancher et de configurer sa plateforme hyperconvergée. Le nombre de ports dédiés pour le management, pour le réseau justement du stockage et de la couche du file system distribué, ce qu'on appelle le data platform, des VLAN spécifiques, des QoS et des MTU à appliquer en fonction des ports et des flux, etc. etc. L'autre problématique, c'est est-ce qu'on banalise vraiment le hardware? Alors oui, techniquement parlant et philosophiquement parlant, on peut banaliser le serveur x86 puisque c'est du pur software, que ce soit l'hyperviseur, la partie software defined storage. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une mise à jour effectuée par mon fournisseur de serveur, que ce soit BIOS, firmware, driver? Est-ce que mon hyperviseur, il est prêt, sa version est prête à recevoir cela? Est-ce que tout ça est validé? Est-ce que ma couche de Software Defined Storage est prête à ce nouveau BIOS, ce driver, etc. Les innovations aussi, quand j'ai une mise à jour, je ne sais pas, moi, une nouvelle architecture Intel qui arrive, dans combien de temps je peux en bénéficier si je rachète des serveurs? Est-ce que je dois attendre 6 mois, 1 an? J'ai une nouvelle technologie sur le réseau, est-ce que je peux en bénéficier tout de suite? Est-ce que ma couche Software Defined Storage sera prête à l'emploi, mon hyperviseur, etc. Le support également, si je prends une boîte à trous chez n'importe quel constructeur pour mon réseau, si je prends mon compute chez un autre, et je prends ma couche de Software Defined Storage,
ma couche logicielle hyper convergée, chez un autre, à qui j'appelle en cas de problème de performance. Parce que j'appelle mon fournisseur de HCI, de logiciel, qui va me dire ce problème de performance est inhérent au réseau. J'appelle les gens du réseau. Mon fournisseur me dit que ce switch est tout à fait opérationnel. Voyez votre éditeur pour voir les best practices, ils ont été remplis. Enfin, c'est rapidement un jeu de ping-pong et ça devient très compliqué à manager. Les évolutions granulaires, c'est peut-être un point qui peut décider les clients à rester sur des infrastructures dites traditionnelles pour cette finesse d'évolution. J'ai besoin que de stockage, est-ce que je peux le faire en hyperconvergence? J'ai besoin que de calculs supplémentaires, de CPU de mémoire, est-ce que je peux le faire en hyperconvergence? Et enfin, la problématique, c'est j'ai un stockage SAN, je souhaite encore l'utiliser, il est encore en maintenance, est-ce que je le mets à la poubelle, est-ce que je peux le réutiliser? Tout n'est pas virtualisable chez moi. Alors, je me mets à la place du client. Hein, que ce que je fais de cette infrastructure-là, est-ce que ça me fait deux consoles différentes? Alors, tout ça, on va le voir. Et financièrement, enfin, pour le SMB, puisque c'est quand même un webinar pour le SMB, est-ce que c'est pas trop gros de démarrer avec 3 nœuds? Est-ce que c'est une solution que je peux me permettre d'acquérir, bien qu'elle délivre beaucoup d'avantages, notamment sur la scalabilité et la simplicité d'administration? Tout ça, on va le voir ensemble. Donc l'hyperconvergence à la sauce Cisco, finalement, c'était assez naturel pour Cisco hein, d'offrir une plateforme hyperconvergée, puisqu'on vient du convergé, du CI, hein, converge infrastructure, et on est passé au HCI, à l'hyperconvergence. Chez Cisco, la philosophie, c'est que on est passé d'un monde, je vous ai dit, traditionnel, avec 3 silos différents. On a amené une simplicité avec UCS, hein, avec la convergence des réseaux notamment. Il nous restait finalement que la partie stockage. Et finalement, ce stockage, comme je vous l'ai dit précédemment, ce stockage en hyperconvergence, c'est tout simplement du logiciel qui va créer ce file system distribué. Chez Cisco, notre philosophie, c'est de ne pas décorréler les 3 silos. À nouveau, le stockage, le compute et le réseau. C'est une offre d'hyperconvergence complète. Dans la mesure où on va être le responsable de ces 3 silos. L'avantage, c'est qu'il sera au niveau, je vous l'ai dit, innovation. Quand il y a une nouvelle technologie au réseau, une nouvelle architecture hardware, je ne sais pas moi, de nouvelles cartes GPU, une nouvelle architecture Intel, etc., je ne vais pas attendre 6 mois parce que je suis un client hyper convergé Cisco Hyperflex. Je ne vais pas attendre 6 mois comparativement à mon petit serveur UCS qui est en bar métal à côté. On fait une validation de ces architectures complètes, que ce soit que l'UCS soit consommé en mode tradi, bar métal, ou consommé en mode hyperflex. Donc des innovations extrêmement rapides. Évidemment, une supply chain complète. Hein, on est le fournisseur de ces 3 silos, j'ai envie de dire. L'éditeur pour la partie data platform, hyper convergé, la partie compute et la partie réseau. Donc il y a une pré-validation de l'ensemble quand il y a une mise à jour BIOS, firmware qui est obligatoire pour des vulnérabilités. Évidemment, tout ça va être géré par les équipes de développement Hyperflex pour valider que tout ça fonctionne correctement. Je vous ai parlé de sécurité qui est partout dans les produits Cisco, avec une équipe qui s'appelle PCIRT, évidemment. PCIRT, c'est la communication justement des vulnérabilités. Vous donnez à vous et clients vous informer, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est vous offrir, vous proposer des workarounds, des rémédiations. Donc tout ça, la plateforme hyper convergée, Hyperflex, elle en bénéficie. Et enfin, évidemment, pas de ping-pong. On est le responsable de ces 3 silos. Donc si c'est un problème, par exemple, de performance, si c'est pas un problème de performance sur le réseau, ça vient plutôt du file system distribué ou vice-versa, vous n'aurez pas besoin d'appeler différentes personnes. Tout sera géré par Cisco. Le réseau également, du coup, qui est intégré. Alors, quel est l'intérêt? C'est que ce qui va être pratique, c'est que si on n'était pas le fournisseur du réseau, avec tous les prérequis, des configurations spécifiques, des best practices à remplir, à effectuer en amont de l'accostage des serveurs et de la plateforme hyper convergée, et bien avec Cisco, dans l'offre Hyperflex, au démarrage et à l'initialisation d'un cluster ou à l'ajout d'un nœud, on n'a pas besoin de toucher le réseau. Tout le réseau sera orchestré, automatisé. La configuration des VLAN, le nombre de ports dont j'ai besoin sur mes serveurs, la MTU, la QoS, tout sera configuré automatiquement. Donc, je n'ai pas ce travail à faire en amont. Honnêtement, quand on déploie un Hyperflex, c'est quelques minutes pour renseigner les informations, les IP de management, etc., justement dans les templates. Et ces templates vont être poussés sur les serveurs,
poussé sur les fabriques interconnexes, sur ce réseau data center. Donc c'est une garantie, une tranquillité à la mise en œuvre, et c'est également évidemment une garantie de performance, on verra un petit peu. Donc justement sur ces performances, on parle de plateforme performante et robuste. De quelle manière? Alors, petit point technique, désolé pour les sales qui sont sur le call, je vais essayer d'être très, très pédagogue là-dessus. La manière dont fonctionnent la plupart des éditeurs d'hyperconvergence sur le chemin de l'IO, désolé d'aller encore une fois dans le deep dive, donc dans un fondement non hyperflex, alors parfois ils utilisent ce qu'on appelle contrôleur VM, ou parfois ils ne l'utilisent pas, mais en tout cas pour la plupart ils utilisent ce type de choses. Le chemin de l'IO est suivant, la VM doit écrire un bloc sur du STO, évidemment, il va l'envoyer au contrôleur VM qui lui-même va l'envoyer sur un disque de cache, qui est généralement un disque SSD et parfois NVMe, d'accord, pour une ingestion rapide. Dès que ce bloc est envoyé sur ce disque de cache, il va être ensuite envoyé sur les autres contrôleurs VM, sur les autres hyperviseurs qui eux-mêmes vont utiliser leur stockage, leur cache. D'accord. Chez Cisco, on n'a pas voulu faire cela parce que de notre point de vue, ça ne lisse pas les performances, on ne bénéficie pas de toute la puissance et de tout le cache disponible sur l'ensemble du cluster, si bien que nous, le chemin de l'IO est différent. Il est le suivant, c'est quand une VM a besoin d'écrire un bloc sur un disque, elle va l'envoyer sur l'ensemble des contrôleurs VM du cluster. Et l'ensemble des contrôleurs VM du cluster vont écrire simultanément sur le disque de cache. Donc, ajouter finalement un nouveau nœud dans un cluster existant, c'est évidemment rajouter de la capacité, du calcul, du CPU, de la mémoire et de la volumétrie, mais c'est également rajouter de la puissance, parce qu'on va rajouter un nouveau contrôleur VM et rajouter, in fine, un nouveau disque de cache pour des ingestions encore plus rapides. D'accord. Donc l'objectif de Cisco, c'était d'utiliser les réseaux. Donc c'est pour ça que le réseau, il est vital dans notre offre Hyperflex classique, standard, j'ai envie de dire, parce que vous verrez que pour le SMB, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'était d'utiliser le réseau pour lisser les performances, avoir un équilibrage de charge, d'écriture et de lecture, équilibré sur l'ensemble des nœuds d'un cluster. On ne veut pas qu'un cluster soit plus utilisé, qu'un cluster soit plus utilisé par rapport aux autres nœuds du cluster. L'autre objectif aussi, c'était un équilibrage de charge au niveau volumétrie. Dans un fonctionnement non HX, c'est une petite coquille, dans un fonctionnement HX, on a un équilibrage de la volumétrie sur l'ensemble des nœuds et sur l'ensemble des disques d'un nœud. Donc vous voyez en bas, je vous ai mis un petit graphique, j'ai des disques qui sont utilisés de la même manière. Là aussi, c'est un intérêt de performance, puisque je n'ai pas un disque qui est plus sollicité par rapport à un autre disque, okay, mais c'est aussi un gain et un intérêt sur la robustesse. Comme je n'ai pas des disques qui sont plus utilisés par rapport aux autres, ce n'est pas des secteurs physiques et des blocs disques qui sont plus utilisés, du coup, un disque qui va lâcher, cracher avant les autres. Là, j'ai une égale, encore une fois, répartition. Donc, évidemment, cette égale répartition, quand j'ajoute un nouveau nœud de mon cluster, j'ai un rééquilibrage qui va se faire en background et je vais enlever, entre guillemets, des blocs qui se trouvent sur les autres nœuds et sur les autres disques des nœuds pour les rapatrier sur le nouveau nœud existant pour avoir toujours une répartition égale. Okay. De manière un peu plus visuelle, l'intérêt au niveau performance, c'est évidemment quand on regarde les graphiques à gauche d'un cabinet indépendant qui est l'ESG, qui est disponible en ligne, que vous pouvez aller lire. C'est l'intérêt de performance, c'est que pour aligner, si le client a besoin de performance élevée, de faible latence, l'intérêt, c'est que pour avoir le même niveau de performance, vous voyez sur le graphique en bas, les autres éditeurs vont devoir ajouter plus de nœuds, donc ça va avoir un impact sur le TCO, un impact sur le ROI, etc. etc. À droite également, je vous parlais d'équilibrage de charge sur l'ensemble. L'objectif, c'était d'équilibrer les performances sur l'ensemble des nœuds du cluster pour, in fine, avoir une prédictibilité dans les latences. C'est-à-dire que peu importe le nombre de VM qui tournent sur mes hyperviseurs, je dois avoir une latence qui est prédictive, qui doit être linéaire. Là où les autres peuvent avoir plus ou moins de performance,
en fonction du nœud sur lequel va tourner telle ou telle VM. Donc, je devrais mettre en place des politiques, etc., pour prioriser telle ou telle VM, la localiser sur les bons nœuds, etc. Avec Hyperflex, comme vous voyez à droite, il n'y a pas besoin d'avoir de soucis avec ça. Sur l'évolution granulaire, l'une des problématiques qu'on peut retrouver parfois, c'est qu'on va avoir une évolution en mode escalier. J'ai besoin que de stockage, de ce que je peux en rajouter, ce n'est pas toujours possible, d'accord. Souvent, ce qui n'est pas possible en revanche, c'est de rajouter que du compute. Ok, j'ai suffisamment de nœuds qui délivrent du stockage, je n'ai pas besoin de rajouter du CPU de la mémoire. Ce que je peux, généralement, ce n'est pas le cas. Je dois rajouter, si j'ai besoin de plus de puissance de calcul, je dois rajouter un nœud qui me délivre à la fois du calcul et du stockage. D'accord? Sur Hyperflex, on a ce qu'on appelle la granularité et la scalabilité indépendante, puisqu'on est en capacité de rajouter des nœuds qui vont délivrer que du calcul, des hyperviseurs qui vont délivrer que du CPU, de la mémoire, et continuer à utiliser mes nœuds existants qui, eux, délivrent à la fois du compute, CPU, mémoire et stockage. Dans un ratio qui est intéressant, puisqu'on peut rajouter 2 nœuds de compute pour un nœud de stockage. Donc concrètement pour le client, c'est T0, une finesse dans le dimensionnement. Alors je ne dis pas qu'il va forcément bénéficier du fait de rajouter qu'un nœud dans son cluster à T0, un nœud qui ne délivre que du calcul. Mais pour l'évolution, s'il a besoin de faire évoluer tel ou tel besoin, on saura y répondre très facilement. Ça a un impact évidemment sur les coûts, coûts matériels dans un premier temps. Le premier étant, je n'ai pas besoin de disque, donc du coup j'ai cette économie-là, et je n'ai pas non plus besoin de prévoir de licence, puisque sur Hyperflex ou sur Hyperconvergence en règle générale, je ne prévois des licences que sur des nœuds qui délivrent du stockage, des nœuds ce qu'on appelle convergents. Okay. Il y a un autre visuel, peut-être un peu plus compréhensible. Donc, quand je démarre un cluster hyperconvergé à 3 nœuds, de manière traditionnelle, je rajoute à la fois du compute et du stockage, du calcul et du stockage. Si j'ai besoin de faire évoluer le compute et le stockage, je rajoute. Alors, si j'ai besoin, de rajouter uniquement du disque, sous réserve avec Hyperflex qu'il me reste des emplacements disques disponibles dans mes châssis, je peux faire évoluer que cette partie de stockage. D'accord. Si j'ai besoin de faire évoluer les deux, le calcul et le stockage, je rajoute un nœud dans son intégralité. Donc ça, c'est la philosophie classique de l'hyperconvergence. Et enfin, le dernier, c'est ce dont je parlais précédemment. Si je n'ai besoin que de calcul, je vais rajouter des nœuds qui vont délivrer que du CPU et de la mémoire, dans un ratio de 2 pour 1. Donc dans un ratio de 2 pour 1, concrètement, c'est je démarre un cluster hyperconvergé à 3 nœuds, je peux lui rajouter au-dessus 6 nœuds de compute only pour avoir un cluster virtuel au global de 9 hyperviseurs, dont 3 nœuds convergés avec du calcul et du stockage. Et du coup, je n'aurai que 3 nœuds sur lesquels j'aurai des licences Hyperflex. Okay. Alors, le cas d'usage le plus courant sur cette indépendance d'évolution et la nécessité d'avoir beaucoup de nœuds de calcul CPU mémoire seulement, comparativement à du stockage convergé, c'est pour du VDI. Généralement, le VDI a besoin de plus de calcul que de stockage. Et dans ce cas-là, on va pouvoir en bénéficier totalement de cette possibilité technologique. L'autre point que je vous disais sur les problématiques qu'on peut rencontrer avec l'hyperconvergence, c'est la connexion au monde extérieur. Qu'est-ce que je fais de mon stockage existant, de mon stockage SAN, mon stockage bloc ou file, sur lequel j'ai des VM de production? Avec Hyperflex, quand on a un cluster Hyperflex existant, ce n'est pas un monde qui est cloisonné. On sait s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir à l'existant, dans la mesure où on peut stocker, monter des volumes sur lesquels il y a des VM à un cluster Hyperflex. Le cas d'usage, il est multiple. Le premier, ça peut être, mon client veut continuer à utiliser son stockage parce qu'il est encore sous support, parce qu'il fonctionne bien, il veut éviter de faire le bing bang. On peut réutiliser ce stockage pour s'en servir en tant que site de sauvegarde, ça peut être un cas d'usage. Ça peut être aussi pour faire ce qu'on appelle du raw device mapping. Pour les gens techniques, ils connaissent ce type de disque. Le raw device mapping, la contrainte en hyperconvergence, c'est que ce n'est pas compatible. Donc, si le client a besoin toujours de raw device mapping, peu importe la raison, la solution, ça serait de conserver son stockage tradi. Ça facilite également l'immigration. Donc, ça, c'est le cas d'usage le plus courant. C'est-à-dire que le fait que les hyperflex, le cluster,
puisse voir l'ancien stockage. Ça permet de faciliter les migrations, puisqu'on pourra faire du storage motion, du call migration. En tout cas, en quelques clics, on pourra effectuer cette migration. Et enfin, pour la mixité des infrastructures, pour les clients qui ne sont pas éligibles totalement à l'hyperconvergence, à la virtualisation, ils peuvent avoir du big data, ils peuvent avoir besoin d'intelligence artificielle avec des form factors sur lesquels j'ai énormément de GPU. Ils peuvent avoir encore des infrastructures convergées, des clusters en mode traditionnel, du bare metal, etc. Avec Cisco, puisqu'Hyperflex rentre dans le portfolio Cisco UCS, elle fait partie intégrante de la stratégie, je réutilise le même équipement, hein, les fabriques interconnect, le réseau data center qui est configuré automatiquement quand j'intègre des nœuds Hyperflex dans un cluster existant ou quand je déploie un nouveau cluster, cette configuration automatisée sur des fabriques interconnect. Ces fabriques interconnect, je vais pouvoir protéger leur investissement en y connectant évidemment autre chose que l'hyperconvergence. Et donc ça, c'est un premier point, c'est sur la partie hardware, mais également sur la partie management, où je vais avoir qu'une seule interface de management pour manager tous mes serveurs UCS, quel que soit leur form factor, que ce soit du châssis blade, du rack, un U, 2U, que ce soit des racks 4U avec plein de cartes GPU, peu importe, ça sera une seule et même interface de management, et quel que soit leur cas d'usage, que ce soit de l'hyperconvergence, du machine learning, du convergé, du tradi, du bare metal, peu importe. Là, sur l'interface de management, vous verrez qu'on a la partie SaaS qui commence à prendre. Sur la partie SMB, ce qui peut être problématique, c'est le coût, je vous l'ai dit, puisque en hyperconvergence dite classique, en hyperflex classique, on démarre à 3 nœuds. Ça peut être beaucoup trop pour des petits clients qui ont des faibles besoins localement. Ça peut être également trop surdimensionné pour des sites distants, des clients qui ont des agences, des usines sur lesquelles j'ai besoin de compute et sur lesquelles j'ai une infra virtualisée. 3 nœuds, démarrer à 3 nœuds peut être compliqué là aussi. Donc rentrer dans l'enveloppe budgétaire de chaque site peut être compliqué pour ces cas d'usage-là. L'avantage d'Hyperflex, donc, on a une gamme qui s'appelle Hyperflex Edge. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé d'Hyperflex, j'ai envie de dire standard. Et on a une autre gamme qui est vraiment dédiée pour le SMB ou pour les sites distants, qui s'appelle Edge et qui est intéressant pour 2 points, financièrement, hein, j'entends. Le premier, c'est qu'on démarre à 2 nœuds, je vous l'ai dit. On peut scale jusqu'à 4. Au-delà, 5, 6 et compagnie, ça sera de l'hyperflex standard, d'accord. Néanmoins, dans les roadmaps, il est prévu de pouvoir scale à plus de 4, mais je ne peux pas vous en parler plus en détail. Et le deuxième avantage, toujours financièrement, au-delà du fait de partir à 2 nœuds, c'est la possibilité de réutiliser le réseau existant. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'Hyperflex Standard, c'était une offre complète qui allait du réseau, de la partie Software Defined Storage jusqu'au compute. Là, dans le Edge, alors oui, on n'aura pas tous les avantages de configuration automatique du réseau, etc., etc. Néanmoins, pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe budgétaire des clients SMB ou des sites distants, on était obligé de faire l'impasse sur cette configuration automatisée, etc., d'être l'acteur et le responsable de ce réseau. Néanmoins, on est parti du principe que les besoins étant faibles localement, les besoins en réseau l'étaient également, et la configuration n'était pas non plus compliquée. La scalabilité restant assez fixée, d'accord. On n'a pas des plateformes qui vont scaler dans le temps de manière énorme. Donc, du coup, le fait de rajouter des nœuds et avoir la nécessité d'avoir cette configuration automatisée du réseau, des serveurs, etc., n'était pas si, importante. Okay. De manière un peu plus visuelle, donc là, cette scalabilité et cette offre Hyperflex Edge, donc je vous l'ai dit, on peut démarrer à 2 nœuds et réutiliser le réseau existant du client. Alors d'autres le font, ce n'est pas là-dessus qu'on va se démarquer. En revanche, ce qui va être intéressant à noter pour les clients sur lesquels le 2 nœuds pourrait suffire, c'est sur le witness. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de clustering applicatif traditionnel. Pour avoir de la haute disponibilité sur une application, j'ai besoin de 3 machines, d'un stockage partagé, etc. Là, sur le clustering hyperconvergé ou le clustering virtualisé, finalement, le 3 nœuds, cette problématique de ce qu'on appelle du quorum, va être nécessaire. Dans le cas du 2 nœuds,
je n'ai pas un witness slash quorum qui va gérer les cas de panne. À quoi sert le witness pour ceux qui ne connaissent pas? C'est que quand j'ai deux nœuds, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un des deux nœuds qui est HS, sur lequel j'ai une perte de connexion réseau ou tout simplement un crash matériel? Le nœud qui reste actif ne sait pas si c'est lui qui est en panne ou si c'est son copain à côté. D'accord? Donc, pour faire cela, il a besoin d'adresser un tiers qui est le witness pour savoir est-ce que c'est moi ou c'est l'autre qui est up. Okay. Si je n'avais pas de witness et que j'avais du clustering à deux nœuds, qu'est-ce qui se passerait en cas de crash? Ben, j'aurais tout simplement un split brain. C'est pas je reste actif, c'est que j'ai perdu un nœud, il reste qu'un seul nœud, le nœud ne sait pas si c'est lui qui est up ou c'est l'autre, du coup il va s'éteindre. Donc vraiment, le witness c'est super important. Donc, l'avantage d'Hyperflex, pour conclure là-dessus, c'est que les clients ne seront pas obligés de prévoir un autre site, une autre machine physique pour embarquer un witness qui sera en mode, je ne sais pas, script ou virtual appliance dédié au witness. C'est que ce witness, il va être géré par Cisco en mode SaaS. Donc, peu importe le nombre de sites en deux nœuds que le client a, il n'aura pas besoin de déployer X machines virtuelles, X virtual appliances pour gérer ce witness. Tout sera managé par Cisco. Ok. J'avance parce que le temps court finalement. On a différentes gammes, hybride ou full flash en fonction des besoins en performance des clients. On peut faire du mono, du bi-CPU, donc là aussi ça dépend des besoins en calcul du client. Vous voyez qu'on peut scale énormément sur la partie mémoire et également sur la partie stockage. Alors, donc cette slide sera disponible en enregistrement, je ne vais pas tout lire. Donc là, je vous ai parlé un peu hardware, du fonctionnement d'hyperconvergence, etc. C'est intéressant, oui, pour le SMB de démarrer à deux nœuds, d'avoir ce witness en mode SaaS, etc. Mais ce qui intéresse beaucoup les clients, c'est de simplifier l'infra. Ils veulent éviter de passer du temps sur l'infrastructure, surtout le SMB, éviter de passer du temps au maintien en conditions opérationnelles, mettre à jour, etc., etc. Pour leur offrir cette simplicité, Cisco, on s'est réinventé il y a quelques années avec une nouvelle interface de management en mode SaaS, avec tous les avantages inhérents au SaaS, à savoir, on a réduit le nombre d'outils, on n'en a plus qu'un, on n'a qu'une seule console en mode SaaS. Évidemment, c'est une console qui est managée par Cisco, donc le client n'a rien besoin de déployer, pas d'agent, pas de virtual appliance en interne, etc. Aucun frais évidemment d'administration, il n'a aucun frais à faire tourner, il n'a aucun compute utilisé chez lui, puisque ça sera dans du cloud public. Du troubleshooting, si on détecte un bug, on a des remontées d'incidents sur le produit Intersite en mode SaaS, évidemment qu'on va pouvoir troubleshooter beaucoup plus rapidement et combler le problème rapidement. Et évidemment, des releases régulières avec de nouvelles fonctionnalités qui arrivent quasiment toutes les semaines. Okay. Je vous ai parlé de mode SaaS, juste pour info. Si vous avez des clients dont le cloud public est un gros mot à leur oreille, on a évidemment Intersite en mode Virtual Appliance On-Premise, d'accord. Néanmoins, ce que l'on pousse, évidemment, par rapport à tous les avantages que je viens de vous citer, on va privilégier le mode SaaS. Qu'est-ce que fait Intersite concrètement? C'est une gestion de vie complète des plateformes UCS, quel que soit le form factor ou l'usage, convergé, hyperconvergé, etc. Ça va gérer du déploiement installation à la configuration ou reconfiguration, la supervision en temps réel, le maintien en condition opérationnelle, l'accès au support et l'optimisation. Donc sur l'installation, pour de l'UCS classique, hein, là je ne parle pas d'Hyperflex en particulier, c'est la possibilité de créer les services profiles. Hein. Je vous en ai parlé précédemment, ça se faisait plutôt dans UCS Manager. Donc là, on a les deux possibilités, hein, soit les faire depuis Intersite, soit le faire depuis UCS Manager. La possibilité de déployer l'OS avec des fichiers unattend, avec une autoconfiguration, etc. Évidemment, c'est que le frontal web qui est en mode SaaS dans Intersite pour sélectionner quelle image je vais appliquer sur tel ou tel serveur UCS. Ce qu'on appelle le repository, là où vous avez stocké vos images, ça sera chez le client. C'est évidemment pas dans le cloud, ça serait évidemment trop cher à stocker et puis ça serait trop cher à faire rapatrier la donnée du cloud public vers le client. Okay.
Sur Hyperflex, on peut également initialiser des clusters Hyperflex, c'est-à-dire créer des clusters complets. Donc, vous voyez les étapes de démarrage d'un cluster Hyperflex, hein, que ça soit du Edge ou du standard d'ailleurs, hein. Donc, je branche, je rack, je branche mes serveurs, je fais ce qu'on appelle je les allume, je fais ce qu'on appelle un claim dans Intersite. Donc, je rajoute un identifiant unique dans Intersite pour avoir une visibilité et une ouverture vers ces serveurs UCS. Je vais créer mes cluster profiles sur Hyperflex. Donc, créer un cluster profile, c'est mettre des informations qui sont communes à l'ensemble des nœuds du cluster, les DNS, le vCenter, par exemple, l'IP management, etc., du cluster en lui-même. Et ensuite, je vais personnaliser, mettre des IP spécifiques des nodes de management. Je vais déterminer des VLAN, hein, sur les informations communes, etc. Je vais assigner ce cluster, ce cluster profile plutôt, au nouveau nœud HX que l'on voit dans l'interface, et ça va configurer les nœuds automatiquement. D'accord? Donc, soit je crée ces profils et ces templates de cluster à la main, ou je peux, si je dois faire un déploiement en quelques clics sur un ensemble de sites distants ou pour un ensemble de clients, hein, vous pourriez, vous, en tant que partenaire, offrir un service de management via Intersite. Vous pourriez aussi offrir ce service d'initialisation, d'installation du cluster. Et on peut industrialiser du coup, paralyser les déploiements. Où vous voyez un exemple ici, on a des fichiers Excel qui sont préformatés. On peut lancer un script Python qui est disponible sur Intersite pour uploader ce fichier Excel et générer automatiquement les services profile Hyperflex. On les voit ensuite, ces profils, dans l'interface graphique. Et il suffira derrière d'affecter le profil au bon nœud, localisé au bon endroit. OK. Sur la supervision, donc il y a plein de choses, inventaire des DAE, des dashboards qui sont préconfigurés, que vous pouvez personnaliser, visiter global sur l'ensemble des assets UCS, Hyperflex ou non, de l'alerte, ça c'est classique, on peut effectuer des actions pour faire clignoter des diodes sur les disques si on veut qu'un opérateur puisse changer le disque. L'élément important après l'installation, évidemment, c'est le maintien en condition opérationnelle. Il s'avère qu'avant UCS, il était difficile, je vous le disais, pour les clients de mettre à jour les firmware, les pilotes, etc. Si bien qu'ils ne faisaient pratiquement jamais, hormis à la nouvelle version d'un hyperviseur ou de l'OS, ils validaient avec les hardware compatibility de l'éditeur, est-ce que telle ou telle version de mon serveur, est-ce qu'il embarque, est-ce que c'était compatible. Cisco UCS a amené cette simplicité aussi de mettre à jour, d'orchestrer les mises à jour sur un ensemble de serveurs et un domaine UCS. Avec Intersite, c'est encore plus simple, puisque là, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle la conformité à deux niveaux. Le premier niveau, c'est UCS et Intersite va checker, si le client lui en ouvre accès, hein, UCS, Intersite a la possibilité de visualiser quelle est l'OS et la version d'OS embarquée sur les serveurs UCS. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va comparer la version d'OS embarquée sur les serveurs UCS et les comparer avec la HCL Cisco. Et regarder et alerter le client s'il n'a pas un décalage entre la version d'OS installée et ce qu'il y a en version de BIOS, de firmware ou de pilote sur les composants embarqués sur les serveurs UCS. Donc ça, c'est le premier niveau de conformité. Le deuxième niveau de conformité, c'est avec les failles typées hardware, les failles CVE. Donc c'est grâce à la base de connaissances sécurité de chez Cisco, on sait alerter les clients sur des failles hardware. L'exemple le plus connu, c'est la faille Meltdown d'Intel. Là, on peut alerter tous les clients en leur disant vous avez une faille qui touche tel ou tel serveur parce que vous avez tel ou tel processeur. Voici le workaround, c'est de mettre à jour le BIOS pour parler de cette faille-là. D'accord. Évidemment, c'est de l'alerte et c'est de l'upgrade qu'on peut effectuer et initialiser directement depuis Intersite. Deuxième point pour Hyperflex, c'est une mise à jour, ce qu'on appelle full stack, la possibilité de mettre à jour la plateforme complète, la version de VMware /Hyper-V, la version de son file system distribué, de son HX Data Platform, de son SDS, et c'est une mise à jour de l'infrastructure. Ça, c'est le BIOS, les firmware, etc., pour avoir une cohérence de l'ensemble. Si le client souhaite mettre à jour juste tel ou tel élément, soit le vSphere, soit le HX Data Platform, il peut aussi le faire. Ce que va amener Intersite en complément, c'est de faire une prévalidation. OK, vous voulez mettre à jour en telle version de VMware,
voilà ce que vous allez devoir mettre à jour, si nécessaire. Mettre à jour le file system distribué Hyperflex, ou mettre à jour tel ou tel BIOS, tel ou tel firmware, etc. etc. Là, c'est direct au Guillaume, support. Oui, vas-y. ouais, je me permets juste de te couper par rapport au temps. Ouais. Juste si on pouvait juste accélérer, donc moins rentrer peut-être dans la technique, mais plus partir sur la partie peut-être budget après, Ouais, ou bien sûr. voilà, juste pour donner une petite J'ai idée. encore, Merci. j'ai encore quelques slides, mais très rapides. Là, c'est important, plus loin Super. que ça. C'est l'accès au support. Donc, depuis Intersight, le client, très rapidement, peut voir les assets qui sont encore sous couverture, ceux qui ne le sont plus, ceux qui vont expirer. Plus important, c'est l'ouverture des caisses, quel que soit l'usage, Hyperflex ou non, sur du CES. C'est simplicité d'ouverture de caisse. Là où avant, je devais appeler le support, ouvrir un caisse via une interface web. Les ingénieurs support demandent les logs, demandent à les uploader sur un FTP, etc. Avec Intersight, je peux choisir quel serveur UCS sur lequel je souhaite ouvrir un case. Ça génère automatiquement les logs et ça les upload automatiquement derrière. Il y a du machine learning et de l'AI de Cisco qui se met en route. On regarde si c'est un incident connu. Si c'est connu, propose une rémédiation. Si ce n'est pas le cas, l'ingénieur support l'analyse automatiquement, enfin l'analyse et détermine avec le client quelles sont les prochaines étapes de troubleshooting. On a également du RMA automatique. Le premier composant sur lequel on a du RMA automatique, c'est la mémoire. On sait traquer les pages mémoire qui commencent à devenir défectueuses sur des barrettes et envoyer les barrettes avant la casse de la barrette, alerter le client sur quel serveur une barrette va cracher, quel slot DIMM il faut changer. Ça, j'ai un client français qui en a bénéficié il n'y a pas longtemps. On fait également le suivi de l'infra avec des outils d'optimisation. C'est peut-être un peu loin pour le SMB, mais ce qui va être intéressant pour le SMB, c'est le capacity planning. Suivre l'évolution du stockage sur l'Hyperflex et déterminer, et ça c'est vraiment intégré à Hyperflex, hein, c'est très facile, très intuitif d'analyse. On va pouvoir dire dans combien de temps je risque d'avoir une contention sur la volumétrie et combien je dois rajouter. On a des intégrations avec le SD-WAN, c'est un peu loin, j'avance vite. On a dans le courant de l'année depuis Intersight, donc depuis cette plateforme, hein, la possibilité de manager des clusters Kubernetes/Docker de manière extrêmement simple. Il sera aussi facile de déployer un cluster Kubernetes Docker que de déployer une VM. C'est du next, next, next. Avec, encore une fois, tous les avantages dont je vous ai parlé, hein, les mises à jour, la gestion du matériel, la gestion des clusters virtualisés, l'install, les mises à jour, les expansions, etc. Voilà tous les avantages. Oui, on est pris par le temps. Alors, vous allez me dire, oui, une gamme adaptée. Alors, je vais parler directement prix, puisque Vincent m'a demandé de jumper directement là-dessus. On a une gamme adaptée pour le SMB. C'est une gamme qui commence vraiment à prendre sur le segment de marché, donc Hyperflex Edge. Pour vous donner un exemple, j'ai un partenaire, peut-être qu'il est connecté aujourd'hui, que j'ai croisé par hasard. On a échangé sur un client. Il me disait que c'était un peu cher pour de l'hyperconvergence. Et je lui ai dit, il faut que tu regardes l'Hyperflex Edge parce que ça permet de démarrer à 2 nœuds et on a des prix vraiment intéressants là-dessus. Il m'a demandé dans la journée de faire une étude financière de la plus petite configuration possible, donc le plus petit processeur, 2 nœuds, mono CPU dans chaque, la plus petite RAM possible, la plus petite volumétrie. Il me semble qu'on arrive en prix de vente auprès du partenaire à un prix de vente inférieur à 20K dollars. Ces 20K dollars intègrent évidemment la partie logicielle, la partie support. Pardon, ça a intégré le matériel, le support matériel, la partie licence Hyperflex, les licences VMware pour 3 ans et le support VMware 3 ans aussi. Pour tout aligner sur 3 ans, que ce soit logiciel ou hardware. Okay. Au fur et à mesure du temps et de l'apprentissage des besoins du client, on a monté un petit peu les capacités, que ce soit CPU, mémoire, volumétrie, etc. On est arrivé à un prix d'atterrissage. Alors, j'ai pas, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas la conf en tête, mais c'était quelque chose d'assez conséquent. On était arrivé un peu moins de 34 prix de vente Cisco. Okay. Ce qui semble beaucoup plus pertinent par rapport à ce qu'il avait vu à la concurrence. Dans le SMB, ce qui marche aussi, c'est on retrouve beaucoup de VIM. Je vous ai mis en dernière ligne
un écosystème complet au catalogue Cisco. On est en capacité chez Cisco de vendre le Vim, d'avoir qu'un seul canal de vente, un Vim, un Commvault, un Cohesity. On a d'autres solutions, hein, type stockage objet, mais peu importe. Pour du SMB, le Vim marche bien. Sachez que le Vim, on sait vous le vendre. Vous n'êtes pas obligé de passer par votre canal traditionnel. Je vous conseille de nous challenger là-dessus. On a des prix très intéressants. Ça équivaut à des prix d'un Platinum chez Vim qui aurait obtenu un deal registration, une protection chez Vim. Donc, vous pouvez vous démarquer si le financier peut avoir une importance. Voilà, j'ai essayé de faire derrière un résumé de tous les avantages d'Hyperflex Edge avec Intersight. J'espère que j'ai pas pris trop de temps en introduction, en déroulement, mais moi j'en ai fini, Vincent, si tu veux reprendre la main. Ouais, super. Écoute, non, merci beaucoup. Effectivement, c'était plutôt complet. Non, un grand merci hein, vraiment pour cette introduction. Moi, c'est vrai que je suis pas vraiment spécialiste data center, donc ça me permet vraiment aussi de comprendre l'histoire, comment on est arrivé jusqu'ici, et encore une fois, vraiment bien orienter le discours sur la fin, sur la partie donc PME avec Hyperflex Edge et Intersight. Donc vraiment un grand merci là-dessus. L'idée derrière tout ça, vous l'aurez compris, hein, c'est de solliciter bien sûr donc nos équipes pour vous accompagner. Si vous détectez un projet chez vos clients, vous avez besoin d'accompagnement, je vais juste partager effectivement mon écran pour reprendre cette partie-là. Voilà. Je vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps, mais n'hésitez pas donc à contacter notre équipe qui est sur le terrain. Vous avez un client qui est basé sur un de ces départements, donc contactez directement nos équipes. À partir de ce moment-là, on pourra vous accompagner effectivement sur vos besoins. On a aussi la possibilité, si vous avez des questions techniques, de directement les poser donc sur ce qu'on appelle le service Partner Help. Vous avez besoin d'aide justement pour monter une baume, pourquoi pas Hyperflex. Donc n'hésitez pas à solliciter ce service. Pour toutes les autres parties, donc on a parlé un petit peu pricing côté sur la fin. N'hésitez pas à penser donc à EasyLease, donc qui vous permet de financer à 0% le projet du client. Il faut qu'il y ait 70% de l'enveloppe qui soit des produits Cisco et les 30% restants, ça peut être votre installation, votre maintenance, votre support. Donc encore une fois, donc pour un projet qui démarre dans les alentours de 16 ou 18 K au niveau des achats Cisco à votre niveau, voilà, ça peut peut-être sortir dans les 20-25 K au niveau du client, donc ça lui fait à moins de 1 000 € par mois. Il peut avoir une infrastructure full Hyperflex Edge avec un management Intersight, etc. Donc n'hésitez pas encore une fois à exploiter toutes ces possibilités. Voilà, on vous a mis les différents documents, les différents catalogues qui sont à votre disposition, comme d'habitude. Niveau question, j'ai pas vu il restait juste une question en suspens, je ne sais pas si tu as eu le temps de la lire. Guillaume, c'était au niveau des disques. Ouais. Voilà, Après, après, oui, sinon, on y répondra. Oui. s'ils s'utilisent tous en même temps, ils risquent de tomber en panne. C'est malgré tout peu probable dans la mesure où ces disques, ils ont une normalisation, il y a un standard sur le taux d'usage. Donc ça, Cisco, évidemment, ce qu'on propose dans nos serveurs, ça reste du matériel professionnel. Je me souviens plus de la norme, je reste un commercial, hein, donc j'ai pas tous les éléments techniques, mais il y a une norme en fait sur le taux d'utilisation, le nombre d'écritures. Donc c'est-à-dire, en gros, j'utilise la totalité de mes disques plusieurs fois par jour. Donc tout ça pour dire que les disques qu'on embarque dans nos systèmes, ils sont validés, contrôlés pour aller au-delà en cas de panne, hein, aller au-delà de la durée de vie de la plateforme, d'accord, des serveurs. Donc, il peut y avoir des cas de panne hein, de manière unitaire, mais tous les disques d'un cluster qui tombent en panne simultanément, à moins de tomber sur une mauvaise série, c'est peu probable, d'accord. Mais quand, en plus de ça, je vous ai parlé de RMA automatique avec, pour le moment, un RMA automatique sur les barrettes mémoire, il me semble, et vous dire le timing, je n'en sais rien, que le prochain RMA automatique que l'on aura dans Intersight, ça sera sur les cases de disques. Donc, comme font les acteurs de stockage tradi, hein, SAN, qui envoyaient des disques quand ils cassaient avant même que le client s'en aperçoive. Le client devait juste rajouter, switcher les disques sur le disque qui connaît en rouge dans le data center. Ça, on l'aura prochainement. Donc, oui, s'il y a un cas de panne de manière individuelle, on enverra carrément le disque. Donc, j'ai envie de dire que c'est peu probable. Et en plus de ça, on offre un service supplémentaire grâce à Intersight. Bientôt. J'espère que j'ai répondu à la question. Je me souviens plus de la norme, il faudrait que je cherche dans mes favoris
Chrome, mais vu le délai et vu mon temps de parole que j'ai largement utilisé, ça va être peut-être difficile de retrouver tous ces différents liens. Ok, non, mais écoute, pas de souci. Bon, on dépasse souvent de temps en temps. Écoute, juste un dernier point, chose qu'on pourra faire. Donc, on enverra demain, donc d'ici à demain, donc la présentation, le recording du webinaire. Donc, vous aurez toutes les infos. Vous pourrez réécouter à tête reposée si besoin. Et il y a une dernière question qui était, est-ce qu'on pourrait peut-être joindre une config HyperFlex Edge en version peut-être minimum, juste pour donner une idée, voilà, pour donner une idée de prix. Ça, on regardera, Guillaume, si on peut le faire et l'envoyer demain avec le recording. Tu veux dire faire une conf et une cote, c'est ça? Alors, pas forcément une cote, mais juste les prix GPL, voilà, de la plus petite, du plus petit, enfin, de l'entrée de gamme, on va dire, HyperFlex Edge, voilà, pour donner une idée, voilà, en prix public, hein, voilà, les partenaires ont l'habitude de savoir. Ouais, okay. Ah, ok, donc il demandait la configuration dont tu as parlé, toi. Ok, bon, bah, écoute, on va en discuter avec Guillaume. Oui, après, le prix que j'ai donné tout à l'heure en prix de vente, je suis désolé, c'était un discount qui n'était pas non plus trop élevé, pas déconnant, c'est-à-dire on n'a pas dû remonter jusqu'au patron de Cisco Worldwide. Hein. Je vous l'ai dit, c'était 18K, hein, la plus petite conf. Hein. Prix de vente, Cisco. Voilà, donc si on peut partager la conf qu'il y avait là-dedans, enfin la conf dont Oui, tu parles, c'était ça. pour donner une idée, ouais, voilà. Ouais, sans problème. super. Ok. Écoutez, Guillaume, un grand merci encore une fois pour ta présentation et pour tout le travail effectué totalement en français, etc. et toute la présentation didactique. Vraiment un grand merci. Pour ma part, moi, je vous remercie encore une fois de votre présence et d'être resté jusqu'au bout. On vous donnera donc rendez-vous l'année prochaine, donc début d'année fiscale, j'imagine vers le début septembre pour les prochains épisodes, donc pour toute une nouvelle série des épisodes webinaire PME. En attendant, on vous souhaite un bon closing et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume. Merci.